Et si notre santé n'était pas seulement une affaire de médecine, mais un acte de conscience? Et si chaque bouchée pouvait devenir un choix révolutionnaire? Bonjour à tous, je suis Vanessa Bertinotti et vous écoutez Salute et Biohacking, le podcast où l'on explore comment reprendre le pouvoir sur notre santé et notre potentiel, en compagnie d'experts, de penseurs libres et de passionnés de bien-être, de science et de transformation personnelle. Si tu ne connais pas encore le terme biohacking, imagine un ensemble de stratégies, d'outils et d'habitudes pour renforcer ton corps, ton mental et ton esprit. Mais surtout, c'est un état d'esprit, une façon consciente d'habiter ta vie. Toutes les informations partagées dans ce podcast sont à but informatif et ne remplacent pas un avis médical. Si ce podcast te plaît, partage-le autour de toi et laisse un commentaire sur ta plateforme préférée. Grande nouvelle, mon livre Guide au biohacking, voyage entre science, nature et conscience est enfin disponible sur Amazon en 5 langues dont le français. Les liens sont dans la description. Et cet épisode est sponsorisé par Energy Abiotics, un probiotique nouvelle génération qui a régénéré mon microbiote grâce à un mélange unique de souches probiotiques et de ginseng rouge fermenté coréen. Code promo Vanessa 6 sur energyabiotic.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gilles Lartigot, une figure incontournable de la santé alternative et de la conscience alimentaire. Auteur engagé, conférencier percutant et entrepreneur au parcours atypique. Gilles bouscule les idées reçues avec ses enquêtes sur les dérives de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Il est notamment l'auteur de 2 ouvrages chocs, Eat, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, un livre devenu culte, véritable manifeste pour une alimentation consciente et engagée. Et Eat 2, des morts et des vivants, où il pousse encore plus loin l'analyse des systèmes qui influencent notre santé, nos choix et notre liberté. À travers ses livres, ses vidéos et ses conférences, il invite à une prise de conscience globale où l'alimentation devient un acte de réappropriation de soi. Bonjour Gilles et bienvenue. Bonjour Vanessa, merci pour cette présentation plutôt élogieuse. Je tiens à te rendre l'appareil parce qu'on s'est rencontrés il y a une semaine, on peut dire, hein, donc à ce magnifique sommet de l'hypersanté où on parlait donc du biohacking. Moi, le biohacking, c'est un petit peu nouveau pour moi. Et j'ai découvert avec toi, notamment avec ce magnifique livre. Alors moi, tu sais que je suis un amoureux des livres. Hein. Donc, il est bien imprimé, le papier est très agréable, la mise en page est magnifique. Tu vois, j'ai commencé déjà à le stabiloter. J'ai une mauvaise habitude, c'est de stabiloter en fait mes livres, donc je ne peux pas les prêter. Hein. Donc peut-être ceux qui me succéderont, ceux qui hériteront de mes livres, verront les passages en fait que j'ai commencé à surligner. Je l'ai pas terminé, je l'ai survolé. Ça m'intéresse beaucoup parce que toi, tu as une approche non pas technique et scientifique je dirais de la santé, mais tu as une approche un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus naturelle, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est ton positionnement. Et voilà, donc j'ai hâte de terminer ce livre et je suis très content de ton invitation. Et j'espère que les auditeurs apprécieront également notre échange. Merci Gilles et merci pour cette pub du livre. Tu parles souvent de réveil des consciences. Quel a été ton moment charnière? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu un premier en fait événement. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, ce qui m'a poussé à écrire Eat. Donc c'est vraiment cette prise de conscience de la maltraitance animale. Mais pour moi, la prise de conscience à titre personnel, qui m'a le plus profondément touché et bouleversé, c'est d'ailleurs l'introduction de Hit tome 2. C'est ce trou noir dans lequel j'ai été plongé, donc c'est une forme donc de grave dépression suite à une faillite personnelle où j'ai perdu 25 ans de travail acharné à cause d'une association avec des personnes malveillantes, donc faillite professionnelle qui a conduit également à une faillite personnelle. Donc je me suis retrouvé, comme on dit, à la rue. Je me suis rendu compte en fait que je vivais dans un monde que je ne connaissais pas.
Voilà, mon père m'avait appris que l'honnêteté paye toujours, et qu'il fallait faire confiance également, mais bon, il faut faire confiance, je dirais, aux bonnes personnes. Et je me suis aperçu que ce monde des affaires était vraiment vérolé dès lors que j'ai eu affaire donc au tribunal de commerce avec fermeture de toutes mes sociétés, et cetera. Il faut savoir que j'étais un entrepreneur plutôt important dans la région du Sud-Est, donc j'avais créé pas mal de sociétés, notamment dans le domaine de la communication, du marketing. Donc j'étais comme ça un entrepreneur protéiforme. Peut-être on y viendra un petit peu plus loin dans l'entretien. Mais cette faillite personnelle, donc vraiment, lorsque je me suis retrouvé à la rue, j'ai fait, j'ai fait table rase. C'est un peu, pour prendre une image, c'est un peu comme lorsqu'on reset un ordinateur, tu vois. Oui, On repart de zéro. Et la grande chance que j'ai eue, bon, je suis pas, j'ai eu une main tendue en fait. C'est aujourd'hui la femme qui partage ma vie. C'est devenu mon épouse. Donc il y a 20 ans que j'ai rencontré Valérie et qui m'a sorti voilà de ce trou noir. mhm, Donc ça a été vraiment une prise de conscience parce que je me suis rendu compte que déjà à titre personnel, j'étais dans je dirais, la tête dans le guidon. Je menais mes entreprises, euh, je dirais, à 200 à l'heure et puis j'avais beaucoup de succès. J'avais comme objectif, non pas un objectif pécunier, mais un objectif, en fait, tu sais, d'un peu de réussite personnelle. Donc peut-être un ego, jamais eu un ego mal placé, mais j'étais dans ce monde, comme on dit, des affaires. Et j'avais complètement occulté peut-être je dirais, la vraie nature de la vie. Parce qu'on ne vit pas pour travailler, hein. Le travail est un moyen, je dirais, de développement, d'élévation également, parce qu'il vaut mieux faire un travail, je dirais, que l'on aime, hein, plutôt qu'un travail où l'on est exploité. Mais ce travail avait pris le pas, en fait, sur voilà, toute ma recherche personnelle. Et je me suis rendu compte qu'en me reconnectant avec des personnes bienveillantes, en ayant, je dirais, un amour auprès de moi, et surtout en partant de France, en partant de France, en allant vivre au Québec, mhm. qui est une terre vraiment propice à tout ce qui est renaissance. Je peux pas trop, je dirais, développer ce côté-là parce que sinon on va faire un podcast de plusieurs heures. Je t'ai promis d'être, tu vois, d'être plutôt rapide dans mes réponses. Tu vois, déjà la première, ça part mal. Donc voilà, c'était cette faillite personnelle qui m'a fait changer de vie, hein, parce que les gens qui me connaissent aujourd'hui, enfin qui me connaissaient il y a 40 ans ou il y a 30 ans, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ne me reconnaissent pas forcément aujourd'hui parce qu'il y a une très très grande évolution. Voilà. Mhm. Ben, c'est une histoire fascinante. Moi, pour les personnes qui t'écoutent, il y a vraiment du vécu et quand c'est une personne a passé ou a changé de vie, en fait, toi, tu as changé complètement de vie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mhm. Et c'est important ce que tu dis parce que je pense on peut parler uniquement de ce que l'on a vécu. Oui. Et sans fausse modestie, j'ai eu une vie, même dans l'entrepreneuriat, qui était extrêmement riche. Je travaillais, comme je te dis, dans la communication, dans la publicité, mais aussi dans la musique, aussi dans le mannequinat, dans l'événementiel. J'ai produit un film dans le cinéma, j'étais donc producteur de musique, j'ai été musicien également dans ma jeunesse. Donc voilà, j'ai beaucoup d'expérience à transmettre et il m'est arrivé des histoires complètement incroyables dans ma vie et j'aimerais bien en fait rassembler ces histoires-là dans un bouquin parce que une fois une personne est venue me rencontrer lors d'un show conférence. Alors je dis pas conférence parce que mes conférences en fait c'est plus sous une forme de stand-up, donc je me mets en scène en fait, voilà, parce que j'aime bien le côté spectacle parce que je viens de là, tu vois. Et il est venu me voir après un show conférence. Il me dit, écoute, tu m'as donné vraiment espoir parce que lorsque j'ai connu, lorsque j'ai connu ton histoire, lorsque j'ai appris ton histoire, notamment ta faillite personnelle où tu as tout perdu, et quand je vois comment aujourd'hui tu as pu rebondir, moi j'étais dans le même cas que toi. Donc ma femme m'avait quitté, j'avais plus d'emploi, je me retrouvais quasiment à la rue, et en fait tu m'as redonné espoir. Donc je suis allé j'ai fait un petit peu un bilan de ma vie et je me suis demandé ce que j'aimais faire dans la vie, ce que je n'aimais pas faire. Et aujourd'hui, il est épanoui et donc c'était un petit peu grâce à lui. Donc c'était une très belle expérience et je me dis que mon expérience, mon vécu, euh, peut permettre à certaines personnes justement d'y trouver, comme je dis, de la matière à penser, donc de sources de réflexion et non pas d'enseignement. Hein, je m'érige pas comme un gourou ou un maître à penser, tu vois. Donc, Mhm. Mhm.
C'est fascinant. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Hit? Alors là, c'est vraiment la rencontre avec la maltraitance animale. Donc c'était à peu Mhm. près il y a 20 ans. Avec Valérie, donc on a vu un reportage, c'était sur 30 millions d'amis, qui faisait un reportage sur les lévriers en Espagne, les galgos notamment, qui étaient massacrés. Voilà. Donc ces galgos, ce sont des chiens qu'utilisent des chasseurs qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un fusil. En général, ils ont des chiens. Ces chiens donc sont des galgos qui sont élevés dans des conditions abominables. D'ailleurs, la chasse au galgo est interdite en Europe, mais voilà, ça traîne pour l'Espagne. Il y a toujours cette pratique qui est encore, je dirais, non pas répandue, elle l'est de moins en moins. Mais le reportage qu'on a vu, c'est que ces personnes-là avaient une dizaine de chiens, et puis à la fin de la saison de chasse, ils en gardaient un ou deux, c'est-à-dire les meilleurs, et les 8 autres, ils s'en débarrassaient. Mhm. Mais ils s'en débarrassaient, ils les abandonnaient pas. En fait, il est massacré. Voilà, c'est le massacre des galgos. Donc il y a une forêt là-bas où ils les pendent avec la position du pianiste, c'est-à-dire qu'ils gardent les deux pieds juste sur le sol. Donc ils agonisent comme ça pendant des jours. Ils peuvent les jeter dans des puits, ils les piquent à l'eau de javel, ils les traînent derrière des voitures. En fait, c'est une abomination. Ou ils les jettent d'un toit ou d'un immeuble. Enfin voilà, donc c'est vraiment une horreur innommable et ça nous a bouleversés. Et lorsque j'ai appris ça avec Valérie, on s'est dit, ben, on va partir en Espagne. Et on est allé faire notre première enquête d'investigation il y a maintenant 20 ans. Et on a ramené ces images, on les a diffusées. On en a profité là-bas pour sauver également des galgos, avec notamment l'association Emmaüs, que je soutiens à 200%. Je suis absolument contre, je dirais, toute cette abomination qui vise à salir la réputation de l'abbé Pierre, quoi qu'il ait fait. Cet homme-là a quand même monté une association qui est extraordinaire, qui s'appelle Emmaüs. Voilà. Mhm. Et donc ils sont allés avec nous, donc avec ce camion, on a pu récupérer quelques galgos, on les a ramenés en France pour qu'ils soient adoptés, etc. Donc ça a été en fait le début, je dirais, de cette maltraitance animale. Et sur ces entrefaites, je rencontre quelqu'un, parce que ma vie, en fait, c'est une question de rencontre. Oui. Et tu le sais, bon, je ne vais pas te l'apprendre, je dirais, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Donc, il faut Mhm. être ouvert aux signes. Et là aussi, je suis ouvert à 200% aux signes. Et c'est les signes qui guident ma vie, tout comme notre rencontre la semaine dernière, qui m'amène aujourd'hui à répondre à ton podcast. Et donc, cette personne travaillait pour Animal Libération Front. Peut-être que c'est une association que tu connais. C'est une association internationale qui est clandestine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Voilà, ce sont des gens qui se regroupent euh, localement pour aller sauver notamment des chiens de la vivisection. Mhm. Mais aussi, ils interviennent dans des élevages intensifs ou dans des abattoirs, ce qui a donné lieu également à certaines images qui ont été diffusées à l'époque par L214. Mhm. Je te parle de ça il y a un peu plus de 15 ans. Et cette personne-là, donc je la rencontre par hasard, je l'aide à terminer le financement d'un film qui s'appelle ALF. Les amis, allez voir ce film ALF. Donc c'est pas Alf le chien, hein, il faut pas confondre. C'est ALF, donc c'est Animal Liberation Front. C'est en plus un film donc qui raconte une histoire vraie, hein, l'histoire de cette personne-là qui travaille dans cette association. En fait, on travaille pas, on agit dans cette association, on est militant. Et il se trouve que ce film a recueilli, je crois, une quarantaine de prix dans des festivals internationaux. Comme à cette époque-là, nous vivions à Montréal avec Valérie, on est allé recevoir le prix donc du meilleur film, du meilleur documentaire, pardon, au festival de Philadelphie. Donc on n'était pas peu fiers. Hein. Tu sais, en fait, on n'a pas financé ce film entièrement. On est arrivé donc sur une plateforme de crowdfunding. Et on a terminé le financement. Donc, c'est avec notre don, on s'est dit à Valérie, c'était, je crois, Noël 2005, il me semble, ou 2006, ma mémoire n'est pas très bonne, pas très exacte en tout cas. On s'est dit, bon, on se fait pas de cadeau à Noël, on va plutôt mettre notre argent dans une bonne action. Et on a choisi donc de terminer le financement, de boucler le financement de ce film. Et donc voilà, c'était une immense fierté pour nous de recevoir ce prix. Et ça nous a ouvert les yeux donc sur les abominations notamment les élevages intensifs et les abattoirs. Il se trouve qu'à cette époque-là, moi j'ai toujours été dans l'alimentation. Lorsque je vivais à 18 ans, je suis parti en Californie. Donc j'étais un passionné de musique, je suis allé faire de la musique là-bas, passionné de sport également.
et de culture physique. Voilà, j'étais très maigre à l'époque, donc j'avais ce complexe-là. Je suis allé donc m'inscrire dans une salle de gym qui était le Gold Gym à Venise. Et le premier jour, j'ouvre la porte, je tombe sur Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, donc j'ai été voilà, impressionné. Je connaissais bien sûr cet homme-là. Moi, j'étais fan de super-héros comme tous les gamins, je pense, des années 60-70, hein, et des Marvel, etc. Je voyais donc en chair et en os. Et puis ces personnes-là m'ont pris un peu sous leur aile, leur bienveillance, et puis ils m'ont appris les préceptes du no pain, no gain, c'est-à-dire pas d'effort, pas de résultat. Donc là, c'est que voilà, tu travailles ton corps voilà, pour optimiser, et là aussi ta santé, parce que le bodybuilding, c'est pas juste l'apparence, hein, c'est faux de croire ça. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce terme bodybuilding, je parle plutôt de culture physique. Et pour moi, la culture physique, c'est rendre hommage au corps qui abrite notre âme. Donc il faut absolument que aujourd'hui on se reconnecte à ce corps, que ce soit par un métier, je dirais, qui soit physique. Mais bon, je dirais 3/4 des personnes aujourd'hui travaillons dans un métier plutôt dans le tertiaire, donc nous sommes assis. Et pour moi, la culture physique, c'est vraiment travailler son corps et aussi bien le nourrir. Et c'est là où j'ai passé mon diplôme donc de nutritionniste. Donc, et à cette époque-là, non pas que j'ai jamais mangé beaucoup de viande, mais je consommais de la viande et énormément de poulet. Et cette personne-là, donc, m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je vais te faire entrer dans un élevage intensif et un abattoir pour que tu te rendes compte de l'abomination que l'on fait à ces bêtes. Et cette personne-là, en plus, était végan. Et moi, le véganisme, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Je te replace ça il y a 15 ans quand même, hein, pas aujourd'hui. Donc, et là, je fais ma première enquête. Donc, c'était dans un élevage donc de cochons. Voilà, donc c'était un petit peu voilà, un choc, hein, de voir ces animaux qui mangent là où ils chient, qui sont dans un espace de 15 mètres carrés où ils sont une quinzaine, ils vivent là pendant 6 mois. En fait, ils sont élevés, ils voient jamais le jour, shootés aux antibiotiques, etc. J'ai dit, c'est une abomination. Et comme juste après, donc j'ai cette, je dirais, faillite personnelle qui s'est passée donc en 2017. On repart donc au Canada pour se reconstruire. Et là, Valérie me dit, bon, écoute, tu vas pas remonter des entreprises, etc. Je pense qu'il vaut mieux qu'on travaille tous les deux, tout seuls. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, donc, on s'est dit, ben, moi, j'aime l'alimentation, j'aime le sport, j'adore les animaux, j'aime informer. Je connais, bon, tout ce qui est, je dirais, marketing, communication. Et on est parti, en fait, dans ce projet de livre. Parce qu'au départ, en fait, je voulais faire un disque. Je voulais faire, tu vois, The Wall à Pink Floyd. Non, mais tu souris, déjà, en fait, j'avais contact avec énormément de musiciens, parce que j'avais une émission qui s'appelait Heavy Metal Food, où j'allais voir des musiciens, où je leur posais des questions, non pas sur leur disque et leur tournée, mais sur leur alimentation. Et en plus, je leur apportais des choses à manger que je cuisinais moi-même, tu vois, customisées au nom du musicien, de leur chanson, etc. En fait, ça a eu beaucoup de succès. J'étais diffusé là-bas par le MTV québécois qui s'appelle Musique Plus. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient dans cette démarche de végétarisme ou de véganisme, etc. Et donc, quand j'ai parlé de ce projet à ces musiciens, ils me disent, écoute, on est d'accord, on te suit, voilà. Et là, je me dis, bon, j'étais producteur de musique, je sais que les albums, ça rapporte rien, enfin, ça rapporte plus rien, c'est compliqué, donc il vaut mieux, parce que je cherchais un moyen de gagner ma vie, tu vois, parce que on n'avait quasiment plus rien, on avait juste un petit matelas pour vivre quelques mois avec Valérie. Et on s'est dit, voilà, on va écrire un livre. Donc je suis passé, parce que mon père était imprimeur, tu vois, je suis né dans l'imprimerie, moi. Donc je suis passé d'imprimeur à écrivain, auteur. Et donc c'était vraiment, pour moi, un bel hommage, en fait, à mon père, tu vois, lorsque je suis allé dans cette imprimerie, une grande rotative au Québec, qui se trouvait en plus sur notre route, parce qu'on vivait au Québec, perdu au milieu de la Mauricie. Je sais pas si tu connais la Mauricie. Non. C'est très isolé, tu vois. On s'imaginait pas qu'il y avait une imprimerie. C'est la plus grosse imprimerie du Québec. Donc, il s'appelle Marty. Et puis, on est allé donc imprimer ce livre là-bas sur une rotative. Et donc, vraiment un pincement au cœur, parce que mon père adorait les grosses machines, justement. On n'avait pas de rotative ici. On était une petite imprimerie de ville. Et donc, signer mon premier bon à tirer, en plus un livre que je dédicace à mon père, à mon grand-père. Voilà, donc... excuse-moi de cette longue digression. Je te Non, promets de non. faire plus court pour la suite, parce que là, sinon, Ça on nous a a passé une permis de demi-heure sur la rentrer, première question, mais ça nous a permis de rentrer dans ton univers qui est voilà, assez peut-être. Voilà, un univers qui est assez riche, assez, voilà, je suis un homme complexe, donc j'ai un univers plutôt riche, mais voilà, donc ça a été le début de cette aventure, formidable aventure qui est Hit, et je m'attendais pas à un tel succès, Mhm. vraiment. Et lorsqu'on n'attend rien, en fait, on récolte beaucoup en général. Ouais.
Oui, souvent ça arrive, oui. Et ta vision de l'alimentation va bien au-delà de la nutrition. Pour toi, manger, c'est aussi un acte politique, spirituel. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ah, alors là, tu emploies un mot qui est très important. Tu as dit politique. Oui, Alors, avant de te répondre, on va clarifier ce que moi j'entends par politique, hein. oui, C'est un mot qui est souvent mal compris, hein. Moi, quand je parle en fait de politique, je fais référence donc à sa signification, la signification originelle, c'est-à-dire que c'est la politique citoyenne. Tu vois, la politique citoyenne, celle que l'on peut, je dirais que l'on peut utiliser bon, tous les jours. C'est pas la politique politicienne, hein. Politique citoyenne, c'est-à-dire qu'on prend position, on participe activement, tu vois, à la vie sociale, et on exerce fondamentalement son droit, un droit de choisir, de décider. Tu vois, quand on parle d'alimentation, tu peux choisir un aliment bio que tu vas acheter au producteur du coin, à l'agriculteur du coin, donc tu soutiens son activité, ou tu peux aller dans un supermarché acheter un produit industriel, tu vois. Donc c'est pour ça que dans ce sens, manger devient en fait profondément politique. Bon, j'ai dit que c'était comme un bulletin de vote. Bon, j'ai fait un peu mon Marseillais là, hein. J'exagère souvent mes propos, mais tu vois, donc pour moi, c'est vrai que il y a une connotation, oui, politique, parce que c'est vrai qu'on peut choisir ce que l'on mange, on peut soutenir en plus là les agriculteurs, je dirais, même dans tous les pays, même l'Italie, ça doit être pareil, hein. Mais en France, donc, ils sont particulièrement touchés par cette abomination qui est l'Union européenne, hein. Moi, je suis un anti-Maastricht, un fervent anti-Maastricht, depuis que je connais en fait le fonctionnement de l'Europe. Donc voilà, tu vois, on peut dire oui à une agriculture respectueuse, on peut dire non à un système industriel qui, lui, est destructeur. Mais il y a profondément également une vision, oui, spirituelle. Parce que je, lorsque j'ai changé, moi, mon alimentation, j'ai eu une période où j'ai pas mangé de végétaux. J'emploie pas le mot végan parce que pour moi, le véganisme, c'est pas un mode alimentaire, c'est un combat politique qui vise à abolir complètement l'exploitation animale. Donc c'est un terme aujourd'hui qui est beaucoup trop utilisé par des gens qui n'ont aucune légitimité à l'utiliser. Ça s'appelle le végétalisme. Et lorsque avec Valérie, hein, aussi, Valérie mangeait un petit peu moins d'animaux que moi, mais on a arrêté le lait, on a arrêté les œufs, on a arrêté toutes les protéines animales lorsqu'on a fait ces enquêtes-là. Parce qu'en fait, moi, les enquêtes m'ont profondément marqué dans mon fort intérieur. Bien que je dise que la viande peut être nécessaire ou utile à certaines personnes, que c'est un aliment qui est très riche au niveau nutritionnel, il n'y a pas plus riche que la viande. Il faut arrêter de dire que la viande, c'est pas, on peut s'en passer. Oui, c'est l'aliment le plus riche. C'est l'aliment qui provient d'un mammifère. Donc, il est parfaitement adapté à notre biotope. Nos ancêtres c'était le paléolithique. Voilà, ils mangeaient et cueillaient des fruits. Oui, ça, c'est les végans qui disent ça et les crudivores. Mais surtout, ils bouffaient de la viande, quoi, tu vois. Ils chassaient. C'est ce qui les a sauvés. C'est le feu de cuire après les aliments, etc. Bon, on va pas en faire l'histoire. Mais pour en revenir donc à ce végétalisme, je me suis perdu là, tu vois, dans mon, non, tu disais justement que c'est une question politique, mais aussi spirituelle, et tu as oui, commencé. spirituel. Voilà, ouais, merci de me remettre sur le chemin, Vanessa, merci. Lorsque j'ai changé d'alimentation, que j'ai arrêté en fait toutes les protéines animales avec Valérie, qu'on a mangé que des végétaux, je peux pas te dire, il s'est passé quelque chose en moi en fait. Alors, je sais pas si c'est au niveau émotionnel par rapport à tout ce qu'on avait vu qui nous ont vraiment marqué. J'avais vraiment beaucoup de compassion pour les animaux, et pas juste les animaux que l'on aime, parce que je dis qu'il y a les animaux que l'on aime et les animaux que l'on mange, ce qui est vrai. C'est une réalité, c'est un fait. Euh, mais j'ai eu beaucoup de compassion pour ces animaux que l'on mange, en fait. Euh, je me rappellerai, voilà, des regards des cochons ou ces poulets également. En fait, c'est des machines, en fait, c'est des machines à viande, donc c'est plus des animaux, tu vois, ils sont plus considérés, la vie n'est plus considérée dans ces élevages intensifs. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je peux pas te dire quoi, mais je me suis trouvé, ça m'a apaisé en même temps, j'étais très en colère. Et la première version de Hit, elle était violente, elle était trop violente en fait. Elle était trop violente et il y avait des images qui étaient vraiment... D'ailleurs, Hit au départ devait être en couleur.
Et je l'ai voulu volontairement le faire en noir et blanc pour atténuer justement l'atrocité de ces images que m'a confié à l'époque. C'était donc Jean-Luc Daube, qui était un enquêteur, qui lui a enquêté pendant 15 ans dans les abattoirs, et qui avait pris des photos, etc., et qui m'a confié en fait tous ces dossiers. Et d'ailleurs, il témoigne dans mon livre. Et le fait de justement de manger des végétaux, ça m'a apaisé. Mais ça m'a bouleversé également physiquement, c'est-à-dire que j'ai perdu quasiment 15 kilos. Et c'était pas du tout adapté ni à ma morphologie, ni à l'endroit où on vivait, quoi. En Mauricie, quoi. On a eu des moins 50 pendant l'hiver. Comment tu peux être végan ou végétalien dans un endroit où il fait moins 50 l'hiver? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça, et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe en moi. Bon, après, on a réintégré, je dirais, les protéines animales. C'est pas pour ça que je mange pas de viande de mammifère, tu vois, depuis maintenant plus de 15 ans. Mais j'ai recommencé, moi, à consommer ne serait-ce que du poisson, mes œufs, puisque j'ai des œufs j'ai des poules ici qui produisent des œufs. Je peux manger également de la volaille. Donc voilà. Et j'ai jamais été végan, tu vois. Souvent, c'est un peu ce qui fait mon malheur, mais c'est qu'on me met souvent dans des boîtes. Là, on m'a mis dans la boîte du véganisme. Là, dernièrement, on dit que je suis survivaliste. Je ne me considère pas comme un auteur survivaliste, mais tu sais, c'est ce genre de titre putaclic que tu n'emploies pas sur ton podcast. Je t'en remercie. Mais que, voilà, pour attirer des vues, les gens te mettent dans des boîtes. Mais moi, on me met pas dans une boîte. Donc, j'ai parlé du survivalisme parce qu'à cette époque-là, au Québec, voilà, on faisait beaucoup de réserves, notamment on vivait dans les bois, tu vois. On a eu des jours, et plusieurs jours, même sans électricité. Donc, il faut se débrouiller. Et là, ça m'a mis, je dirais, je me suis rendu compte qu'on était complètement déconnecté de la réalité. En fait, on est devenu hyper dépendant des systèmes d'approvisionnement, système même des allocations, des aides de l'État, on fait de l'électricité, tout ça. En fait, on a perdu en fait notre autonomie. Et cette autonomie-là, je l'ai retrouvée avec Valérie. Avec Valérie, on l'a retrouvée au Québec. Et après, il y a une rencontre aussi qui a changé ma vie. C'est un musicien extraordinaire, qui est connu plutôt dans une frange de spécialistes de la musique, notamment la musique métal. Il s'appelle Devin Townsend. C'est un musicien canadien mondialement reconnu et qu'on a rencontré par hasard, là aussi par hasard. Donc, j'ai fait une interview de lui à Montréal. Et il a fait son coming out parce qu'il a dit qu'il était végétarien. Pour quelqu'un qui fait du métal et musique hyper agressive, tous ses fans étaient surpris. Ils disent « Comment ça, Devin, tu ne manges pas de viande ?» Il m'a dit « Mais non, j'ai jamais mangé de la viande. » Il a fait son coming out avec moi, je le remercie. Et quand je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit « Mais t'as pas envie de méditer, t'as pas envie de... Pourquoi t'en as jamais parlé ?» Il me dit « Parce que moi, je préfère séduire, que les gens aient envie de savoir, envie de me connaître, et ensuite je leur explique ma démarche et pourquoi je le fais. » Et ça a complètement changé ma vision, en fait, de mon travail, de mon écriture, notamment de hits. Je me suis dit, il faut pas aller sur il faut faire ci, il faut faire ça. Parce Devin m'a dit, c'est pas parce que ce que je fais, je le fais pour moi. C'est pas parce que je le fais que ce que tu fais, c'est mal. On peut pas juger l'autre. Qui nous sommes pour juger l'autre? Et aujourd'hui, je vois beaucoup, surtout dans notre milieu, dans l'alimentation, des gens qui disent, par exemple, le crudivorisme, il y a le crudivorisme, il n'y a pas d'autre chose. Il faut absolument manger cru, il ne faut pas manger d'animaux. C'est bon pour notre santé, les animaux, ça crée le cancer, etc. Des gens qui détiennent la vérité. Je déteste ces gens-là. Je déteste les gens qui détiennent la vérité. Parce que il faut toujours être dans le doute. On est constamment en recherche. On n'aura jamais la vérité jusqu'à la fin de notre vie. Mais par contre, on peut accumuler comme ça des informations. Et l'alimentation, c'est une chose tellement complexe qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de mode alimentaire idéal pour tout le monde. Si on est une Inuit ou un Africain, on ne va pas manger la même chose. Bon, c'est un exemple, deux exemples qui sont assez extrêmes. Donc voilà, par rapport à ce que ça a changé en moi, ça a changé beaucoup de choses en fait. Mais c'est pas pour ça que je suis devenu 100% végétalien, parce que j'ai su que ça me correspondait pas. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta position. Pour moi, ça n'existe pas la vérité. C'est juste qu'on a des états de conscience différents, je pense. Chacun a son parcours, chacun a ses fragilités et voit le monde par rapport à ce qui est l'univers intérieur, à mon avis, ce qu'on a appris, et on le
on le voit à l'extérieur. Chacun de nous a le temps pour apprendre, mais c'est difficile parce que les personnes veulent les choses tout de suite et veulent les choses comme ça. Ils veulent pas apprendre. Ils sont pas engagés dans une approche à long terme, mais plutôt dans une approche à court terme. Mais dès que ce mindset, donc cette mentalité change, à mon avis, ça devient très intéressant parce qu'on a tous les chemins s'ouvrent et on le voit justement de ta complexité. Toi, tu as dit j'ai un univers complexe et je trouve que c'est la beauté d'un parcours parce que ça nous crée des doutes, ça nous crée des difficultés et ça nous permet aussi d'évoluer. Peut-être des fois on se sent plus fragile, des fois on est plus fort et c'est toute la beauté de ce parcours en fait. Il n'y a pas de certitude, de vérité. Donc, Oui, c'est important ce que tu dis parce que c'est un ami suisse, tiens, un de tes compatriotes, qui m'a dit un jour, parce que moi je cherche toujours à expliquer les choses, je veux donner des outils pour que les gens comprennent. oui. Et il m'a dit la chose suivante qui est on ne peut plus vrai, surtout à notre époque. Quand on te demande l'heure, on ne te demande pas comment marche la montre. On veut Mhm. savoir l'heure, tu vois. Oui. Et donc c'est la même chose, moi, quand on me dit, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Euh, mais les gens s'attendent à des solutions clés en main. Oui. Il n'y a pas de solution clé en main. Il peut y avoir d'excellents thérapeutes. Je crois que toi aussi, tu fais des consultations, etc. Donc, tu dois aider les gens. Moi également, j'ai un accompagnement donc alimentaire. Donc, j'accompagne des gens. C'est important d'avoir ce contact humain, de connaître l'environnement de la personne pour lui promulguer ne serait-ce qu'un conseil. Voilà, c'est Mhm. pour ça qu'il n'y a pas de conseil pour tout le monde. C'est pour ça que tous les livres aujourd'hui qui définissent un régime quelconque et tout, pour moi, c'est pas utile en fait. Mhm. Et tu as dit, nous vivons dans une Mm, jungle alimentaire. Est-ce mm. que on peut encore en sortir, à ton avis, ou faut-il apprendre à y survivre autrement? Oui, c'était la quatrième de couverture de Hit, hein, en disant qu'on vit dans une société toxique, mais il est encore temps d'y échapper. Bien sûr, bien sûr. Ah, pour moi, la principale problématique, c'est d'ailleurs le fil conducteur de Hit tome 2, c'est le temps. Mhm. Parce qu'on a tous 24 heures par jour. Et il faut qu'on définisse nos priorités. Parce que pour échapper justement à cette jungle alimentaire, il faut s'informer. Alors il faut s'informer là aussi auprès de personnes qui ont la légitimité, des personnes fiables. Là, c'est un sacerdoce, de plus en plus. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de personnes qui parlaient d'alimentation, si tu veux. Là, aujourd'hui, je dirais, le moins d'Instagrammeurs va donner ses conseils au niveau Mhm. alimentaire. Des gens qui font des recettes, il y en a pléthore. Donc, c'est le dernier qui parle qui a raison. Les gens sont complètement perdus. Moi, je le vois, j'ai un club privé qui s'appelle le Hit Club depuis 5 ans. Donc, je fais des émissions toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Et donc, je connais très bien mes membres et même certains me disent, Gilles, là, j'ai des personnes autour de moi. En fait, c'est vrai qu'ils sont complètement perdus parce qu'ils écoutent le dernier qui a parlé. Il y a toujours une mode. Là, dernièrement, c'est les brocolis avec les carnivoristes qui te disent que les brocolis, il y a des antinutriments, c'est un poison. Non, mais il faut être complètement stupide. Mais après, moi, j'écoute leur histoire. J'essaye toujours de me mettre à la place de mon contradicteur. Mhm. Et c'est très intéressant parce que leur histoire se tient, en Oui. fait. C'est vrai qu'il y a des antinutriments dans les végétaux, mais ce qu'ils disent pas, c'est que lorsque tu les cuis, ces antinutriments disparaissent. C'est qu'on a inventé la cuisson, c'est pour ça. Après, ceux qui mangent le cru, bon, j'ai beaucoup de réserves, moi, sur le cru. Beaucoup, beaucoup de Mhm. réserves. Mais donc voilà, on entend tout et son contraire. Donc on peut en sortir. Si tant est que l'on s'informe auprès de personnes fiables, qu'on prenne du temps. C'est le temps, en fait, qui nous manque aujourd'hui. Donc, c'est le temps, comme je dis, le temps que nous a volé la société moderne. Hein, aujourd'hui, l'homme, enfin, la femme aussi, hein, tout le monde a une montre. Enfin, beaucoup de personnes ont une montre, mais ils n'ont pas le temps, tu vois. Mhm. Moi, Moi, j'ai pas de moi, montre. moi non plus. Voilà. Moi, j'ai jamais, j'ai toujours détesté les montres. Je sais pas. Enfin. Donc voilà, il faut prendre le temps, il faut s'informer, parce qu'aujourd'hui, toutes les sources d'informations sont disponibles. Je cite Noam Chomsky, tu vois, qui dit que comment Mhm. se fait-on aujourd'hui qu'on n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition et on sait si peu de choses. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à se divertir, Mhm. au lieu de s'instruire.
Mm. Donc moi, dans le e-club, je divertis et j'instruis en même temps, tu vois. Donc j'ai double fonction. Mais... Oui, les gens sont de plus en plus passifs et pas actifs, en fait. La chose qui est Mm. aussi très dangereuse, c'est de absorber beaucoup d'informations et jamais les mettre en pratique ou jamais Oui, parce qu'en commencer fait, son ça propre. s'appelle l'infobésité, tu vois, Vanessa. C'est un nouveau business, hein. C'est le business de l'information qui est apparu je dirais, il y a moins de 10 ans. Des sites aujourd'hui vendent de l'information et en fait, ils médiatisent ça, donc ils vont construire des narratifs autour de ça. Alors, t'as des complotistes, pas complotistes, enfin, peu importe. Chacun, en fait, utilise le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il pense quelque chose, il va piocher des informations qui vont je Vous dirais, confirmez aussi. confirmer leurs propos, tu vois. Et c'est pareil dans la science. Dans Oui, la science, tu oui, peux avoir des études qui vont te montrer, on revient au brocoli, que le brocoli oui. c'est très bon, et d'autres études qui vont te montrer que le brocoli c'est pas bon. Voilà. Bon, il n'y a pas d'études sur le brocoli parce que ça rapporte pas d'argent. On peut parler ce que tu veux du vaccin, on peut parler d'autres choses. Là, par contre, il y a beaucoup d'études. Donc voilà, on sait que les études sont biaisées, on sait qu'il y a des lobbies et des conflits d'intérêts, etc. Donc, euh, donc voilà, trier l'information et surtout prendre du temps. Et bien sûr qu'on peut sortir de cet environnement toxique. Après, on peut pas échapper aux particules fines. Tu vois, on en parle très peu des particules fines. Les gens qui vivent en ville, je dirais, ils respirent en fait des particules fines. Les gens qui boivent de l'eau du robinet absorbent aussi des contaminants. Donc on vit dans cette société toxique. On ne peut pas vivre sous une cloche, sous une bulle de verre. Donc là aussi, j'ai créé aussi pas mal de personnes qui sont devenues un peu paranoïaques, tu vois, par rapport aux perturbateurs endocriniens, les pastilles, etc. Donc c'est normal, lorsqu'on connaît quelque chose, c'est comme le véganisme, tu vois, on a envie de le crier à la terre entière. Et ensuite, au bout de quelques années, ben, voilà, on se calme, on fait la part des choses. Oui. Non, mais oui, on devient adulte, tu vois. On prend un peu plus de distance. C'est ça exactement. Et tu insistes souvent sur le lien entre alimentation et santé mentale. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes recherches à ce sujet? Ben c'est qu'en fait, la sérotonine, tu vois, c'est ce neurotransmetteur là, c'est la clé du bien-être. En fait, il est produit, quasiment 90% est produit dans nos intestins, en fait. Donc, il faut savoir que l'alimentation ultra transformée, une alimentation trop riche en sucre, elle perturbe donc la flore intestinale, ça impacte directement notre humeur, notre capacité à gérer le stress, même le sommeil, etc. Donc c'est vrai que il y a les carences nutritionnelles également. Tu vois, la carence en magnésium, aux vitamines D, ça peut affecter notre morale. Donc la santé mentale également est liée à certains régimes, tu vois, régimes qui sont dits entre guillemets extrêmes, c'est-à-dire très restrictifs, et donc ils créent des désordres, et ces désordres en fait peuvent modifier notre humeur. Alors on va pas demander de devenir paranoïaque, quoique je t'ai cité un exemple, tu vois là, de personnes qui vont paranoïer sur tout ce qui est plastique. Là ensuite, on parle beaucoup là des microplastiques qui se stockent dans notre cerveau. Mais bon, on peut pas faire abstraction de tout ça. Donc ça peut affecter également notre santé mentale, effectivement. Et pour quelqu'un qui commence à s'éveiller, à prendre conscience, quels seraient les trois premiers gestes simples pour changer son alimentation? Très bonne question, Vanessa, parce que en fait, trois gestes simples. La première, c'est supprimer les aliments transformés, et tu verras que c'est ce point-là, hein, c'est le point commun de tous les régimes, de tous les modes alimentaires. Voilà, Oui, c'est supprimer les aliments transformés. oui, Et ensuite, manger des aliments bruts de saison et oui, cuisiner. oui. C'est les Voilà. fondamentaux. Allez, bah C'est les écoute, fondamentaux. c'est un peu, voilà, c'est mon cheval de bataille, hein. Donc c'est mon fond de commerce, hein. Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Donc c'est la quatrième de couverture du tome 2. Donc voilà, quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ça. Mhm. Donc les aliments transformés ou ultra transformés. Après voilà, il faut pas tout, tu vois, rejeter. Je prenais l'exemple là récemment parce que bon, je suis taquin. Je prenais l'exemple du ketchup. Tu vois, donc tout le monde va dire ah mais le ketchup c'est pas bien. Voilà, on va rester poli sur ton podcast. Donc le ketchup, c'est voilà à bannir. En fait, le ketchup, c'est pas si mauvais que ça.
tu vois. Ce ketchup, c'est 75% du concentré de tomate. Il faut savoir que dans le concentré de tomate, il y a du lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant très riche qui est très bon pour nous. C'est vrai qu'il y a 25% de sucre. Mais bon, après, le sucre est un conservateur, il n'y a pas de conservateur chimique, il n'y a pas d'aliment chimique, hein. Il y a du sel, du vinaigre, c'est un petit peu salé, effectivement. Mais bon, le ketchup, lorsqu'on en prend un petit peu, ça peut aider par exemple un enfant à manger des brocolis. Tu vois, 2 petites pêtes de ketchup. Le ketchup, par dose, tu vas en consommer quoi? 10 grammes? Allez, 20 grammes? Ça fait quoi? 20 grammes? Ça te fait même pas 4 grammes de sucre. Ça impacte même pas ta glycémie et tout, tu vois. Donc des fois, on fixe, si tu veux, notre attention sur des faux aliments interdits. Voilà. Et le ketchup, c'est un exemple. Je ne dis pas qu'il faut manger du ketchup. Je me comprends. Je te prends cet exemple-là. Donc il faut faire voilà la part des choses. Donc enlever tout ce qui est transformé, ultra transformé, ce n'est pas possible. Pour le 95% des personnes, ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut en éliminer autant que faire se peut. Commencer par les sodas, les coca. Par exemple, tu vois, tu bois un coca. Tiens, regarde, parce que je fais beaucoup de veille en tout cas, et en ce moment j'étudie beaucoup l'alimentation américaine. Regarde ce que j'ai ramené, tu vois, de la limonade de choupa chou. Donc là, l'enfant il boit ça, il se boit 35 grammes de sucre. Oui. Ça oui, interdit, voilà. Oui. Interdit, ou alors de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel, tu vois. Ça peut créer l'addiction, pas le ketchup. Le ketchup. Et quelles sont, selon toi, les erreurs les plus courantes commises par les gens qui croient bien faire, mais se trompent? Parce que si on demande à quelqu'un comment tu manges, tout le monde te répond, moi je mange bien, j'ai une bonne alimentation. Ben écoute, tant mieux pour cette personne. Tu sais, moi je suis pas contrariant, moi. En fait, on écoute souvent, on en a parlé, hein, donc ceux qui prétendent détenir la vérité. Voilà. Il n'y a pas d'alimentation idéale. Ça dépend de votre génétique. Ça dépend de votre lieu de vie. Tu vois, par exemple, moi, je ne mangeais pas la même chose en hiver au Québec, en Mauricie, à moins 40, là, dans le sud-est de la France, où quand il fait 0 l'hiver, tout le monde sort les doudounes, tu vois. Oui. Voilà, donc en fait, il faut manger local. Mais aussi, manger local, quelquefois, ça suffit pas, parce qu'aujourd'hui, on est sur mondialisme, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a par exemple des Africains qui vont aller vivre au Québec. Bah, ils ont beaucoup de mal. Parce que c'est pas une terre, si tu veux, où ils sont habitués, où leurs ancêtres ont grandi, parce qu'on a tous des gènes qui proviennent de nos ancêtres. Tu es d'accord avec moi? On a un ADN qui est produit par des gènes, et donc c'est nos géniteurs. Donc, il y a certains profils, des gens qui digèrent par exemple mieux le lactose, c'est des gens de l'Europe du Nord, des gens qui le digèrent pas du tout, bah, ça va être africain et puis asiatique. Il y en a qui peuvent manger de la viande, d'autres qui sont plus portés sur des végétaux. Il y en a qui sont groupe sanguin O, donc plus portés sur la viande, d'autres A, AB, plus portés sur les végétaux. Il y en a qui aiment les brocolis, il y en a d'autres qui aiment pas les brocolis. Oui, je fais une fixation sur les brocolis, donc j'essaye de le placer le maximum de fois dans ce podcast, tu vois. Donc voilà, et puis aussi les régimes restrictifs, quoi. Les régimes restrictifs, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très impactant, sachant que les régimes restrictifs, tu sais, c'est les régimes yo-yo. En plus, ça c'est la période. Bon, les femmes aujourd'hui veulent perdre un petit peu de poids pour cet été. On a pris 4-5 kilos l'hiver, ce qui est normal, parce que l'hiver nous faisons des réserves de graisse. Parce que notre corps compense, et puis les réserves de graisse, ça permet aussi de faire des jeûnes. Voilà, une personne aujourd'hui qui fait des jeûnes, qui n'a pas, je dirais, un pet de gras, comme on dit, c'est problématique. Hein, parce que quand tu fais du jeûne ou que tu n'as pas de réserve graisseuse, ben là, tu fais de la fonte musculaire. Hein. Donc là aussi, je suis très... j'ai parlé justement avec Fabien Moine, que tu connais certainement, Fabien Moine, sur le jeûne. C'est pas fait pour tout le monde également, le jeûne. Il faut être modéré dans nos propos. Je sais que tu en parles, donc du jeûne. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est comme les bains froids. Moi, je suis halluciné lorsque il y a des bains froids qui sont mis à disposition de tout le monde. Oui. Tu vois, il y a quand même, je touche du bois, il n'y a pas eu de soucis jusqu'à présent. Mais il y a des personnes peut-être qui sont fragiles au niveau de la santé et qui sont pas habilitées à plonger dans un bain froid. Alors, je sais pas si les bains froids qui sont comme ça à disposition de tout le monde, ils sont à 5-6 degrés. Je pense pas. Je pense qu'ils sont un petit peu plus hauts. Voilà. Donc faire attention à la personne que l'on écoute.
Mhm, absolument. Et tu dis que l'eau est un pilier fondamental de notre santé. Pourquoi ce sujet est-il si peu abordé et que devrions-nous savoir absolument sur l'eau que nous buvions? Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent boivent de l'eau de ville. Je ne sais pas. Je pense pas, vu ton public. J'ai regardé quand même quelques-uns de tes podcasts. Donc, je pense qu'on est sur un public quand même assez élitiste. Donc, peut-être que ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être euh, je dirais, des choses banales. Moi, j'aime m'adresser au plus grand nombre, tu vois. Moi, comme Mhm, je dis, je suis vulgarisateur. Je suis la première marche je dirais, de l'escalier qui va mener à des gens comme toi ou d'autres. Voilà. mhm. Il y a énormément de travail. Lorsque vous allez dans un supermarché, vous regardez les caddies de 9 personnes sur Ah 10, vous oui, vous rendez compte qu'il y a encore du boulot, quoi, tu vois. oui, c'est vrai. Donc, en fait, il faut éviter l'eau du robinet, bien entendu, parce que dans l'eau du robinet, alors, en dehors des perturbateurs endocriniens, des résidus médicamenteux, etc., il y a du chlore. Et le chlore est un poison. Voilà. Le chlore est là pour tuer des bactéries, bonnes ou mauvaises. Et lorsqu'on boit l'eau qui sort d'un robinet, le travail se continue lorsqu'on boit cette eau, tout comme le micro-ondes. Pourquoi les gens lisent pas la notice? En fait, il faut pas manger un aliment qui sort du micro-ondes avant 15 minutes. Ça, personne ne le fait. Tu vois. Donc, il faut bannir le micro-ondes, tout comme il faut bannir l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore, plus tous les résidus médicamenteux. Là, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas mieux dans l'eau minérale, mais bon, là aussi, l'eau minérale, c'est des minéraux non inorganiques, donc c'est de la pierre. Donc, il vaut mieux boire de l'eau minérale très peu minéralisée, et ça coûte cher. Donc, la solution la plus rentable, c'est de l'eau, non pas osmosée, parce que les osmoseurs, ça coûte quand même assez cher, mais ne serait-ce que les bonbonnes que j'ai, tu vois, du type Berkey, etc., ou la Gourdoco, avec des filtres, donc, à charbon actif, voilà, c'est très bien déjà pour enlever le chlore et enlever tous les résidus médicamenteux et les polluants chimiques. Donc il faut absolument filtrer son eau parce qu'on ne va pas en mourir. Hein. Je me Mhm. suis rendu compte en fait des dangers de l'eau lorsque j'ai travaillé, j'ai collaboré notamment avec les champions, les nageurs champions olympiques donc du cercle des nageurs de Marseille, notamment Fabien Gillot, Florent Manodou, etc. Et l'un des nageurs, en fait, buvait énormément d'eau. L'été, notamment, il avait des maux de ventre incroyables, donc difficulté à digérer, etc. Et il buvait quasiment 4-5 litres d'eau du robinet. Du moment où il a bu de l'eau filtrée, ben, il n'y a plus de maux et de dysfonctionnement. Il faut savoir, donc, ça fait partie de ces petits poisons. Tu sais qu'on a un cocktail chimique dans notre Oui. corps. Donc, si on boit des sodas avec de l'aspartame, si on consomme des molécules chimiques qu'on respire de l'air avec des particules fines et qu'en plus on rajoute du chlore, etc., etc., je dirais tous ces poisons, à un moment donné, vers 50-60 ans, c'est là où ça commence à dérailler. Voilà. Mhm. Donc, mieux vaut filtrer son eau. Parce que l'eau, c'est hyper important. On peut vivre je dirais, 30 jours sans manger. Hein, je pense qu'il y a des jeunes que tu connais bien, hein, tu connais mieux le jeune que moi, mais on ne peut pas vivre voilà, 3 jours ou, plus, ou 4-5 jours maximum sans boire. Mhm. Donc Absolument. l'eau est indispensable. Et dans Hit 2, tu abordes le concept de mort et vivant. Quelles découvertes t'ont le plus choqué pendant ton enquête? Alors, dans le premier livre, c'est surtout, bon, j'ai parlé hein, de l'élevage intensif des abattoirs, Mhm. toutes les dérives de l'élevage intensif et des abattoirs. Et aussi toute la chimie alimentaire. Et là, j'ai rencontré là aussi une personne extraordinaire qui malheureusement plus de ce monde. Je lui rends hommage, voilà, à chacune de mes interventions. C'est le professeur émérite Pierre-Marie Martin, qui a été un de ceux qui ont découvert les perturbateurs endocriniens, fervent adepte du régime méditerranéen. Donc, il m'a appris ce qu'étaient les perturbateurs endocriniens et toute cette chimie que l'on a mis en fait dans nos aliments, cette chimie qui provient des gaz de combat de la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui servent aujourd'hui d'engrais et de pesticides fabriqués par des sociétés encore qui ont pignon sur rue, hein, qui font même aujourd'hui de la pharmacie, hein, mais Bayer, Monsanto, voilà ces gens-là, donc qui polluent en fait notre alimentation et surtout toutes les molécules chimiques qui se trouvent dans nos aliments. Donc c'est dans les aliments transformés, bien entendu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter du bio. Mais là aussi, il vaut mieux consommer des légumes, même s'ils sont pas bio, parce que des personnes, on n'a pas les moyens des fois, tu vois, de s'acheter du bio. Il faut pas avoir peur de manger des aliments
alors qui proviennent pas forcément de l'agriculture hyper intensive, mais des aliments locaux, même s'ils sont pas bio, des végétaux, des fruits, que pas en manger du tout. Voilà. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Si on peut se payer du bio, on se paye du bio. Si on peut pas, mange des légumes, mange des fruits. On mange des animaux qui n'ont pas été élevés dans les conditions concentrationnaires avec des antibiotiques et des vaccins. Et tout ira bien. Ça, c'était le premier. Et dans le deuxième, en fait, c'est tout le business de la santé. Donc, j'ai collaboré, peut-être que vous la connaissez ici, c'est le docteur Nicole Delépine. C'est le couple Nicole et Gérard Delépine qui parlent beaucoup du cancer, qui ont beaucoup écrit là-dessus. C'est deux cancérologues qui ont la légitimité de dire que le cancer, c'est devenu un business. Et là, j'ai appris que les cancérologues ont perdu leur liberté de soigner. Depuis 2004, les traitements sont imposés par l'Institut national du cancer en France. Voilà. Plus tout le lobby pharmaceutique qui a mis la main sur notre système de santé. Une histoire passionnante que raconte donc Nicole Delépine dans Hit tome 2, l'évolution du système de santé des années 2000, des années 1980 aux années 2020, la création des ARS, etc. On l'a connu pendant le Covid. Et donc ça, c'était voilà un reportage, un témoignage très très fort qui m'a valu l'exclusion des médias, parce que moi j'ai passé sur Canal+, Thierry Ardisson, Stéphane Bern, etc. Dès que j'ai parlé du cancer, ça n'a pas plu à Michel Simès d'ailleurs, donc j'ai exclu des médias mainstream. Et j'ai remis une couche parce que dans le tome 2, je parle beaucoup d'ingénierie sociale. La manipulation du consentement. J'ai écrit ce livre, Vanessa, en 2017. Et j'ai pu observer tout ce que je décrivais dans ce livre-là, comment on manipule aujourd'hui les personnes pour obtenir leur consentement. Grandeur réelle en 2019, 2020, 2021, avec la crise du Covid, qui est pour moi un immense exercice à échelle mondiale d'ingénierie sociale. Absolument fascinant. Quand on voit le nombre de personnes qui se sont soumis à une obligation obligatoire, ceux qui se sont fait vacciner contre leur gré, ils n'étaient pas d'accord, mais on les a obligés de se vacciner. Les mensonges effroyables, en faisant vacciner aussi des enfants, pour pas qu'ils contaminent leurs grands-parents. Je ne sais pas si tu te souviens de ces publicités, Vanessa. Oui. Je me rappelle. Il faut pas... Non, mais je sais que c'est un peu... pas imprudent d'en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, la parole quand même se libère. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec Trump et Kennedy Jr. Donc, toute cette affaire avec Fauci, avec l'OMS, des livres que sort, par exemple... Corinne Lalo qui a sorti un livre là sur les mensonges du Covid, les témoignages du professeur Raoult, des professeurs Perron, tous des experts dans le domaine. Comment on a pu cracher sur le professeur Raoult? C'est comme si tu disais à quelqu'un qui aime le foot, non mais Zidane il sait pas jouer au football. Mais on a marché sur la tête. Et moi, connaissant ces mécanismes d'ingénierie sociale, je t'assure que je me dis c'est pas possible, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer aujourd'hui. L'ingénierie sociale, en fait, a été mise en place par Édouard Bernays dans les années 20. C'était il y a longtemps, lorsqu'on a encouragé les femmes à fumer, tu sais, avec cette fameuse opération des suffragettes, là, donc, qui ont fumé en disant c'est la flamme de la liberté, pour aider les femmes comme ça à fumer, pour créer en plus un marché. Bernays a créé le fameux petit déjeuner américain, qui n'a rien d'américain, les œufs bacon. Il a créé ce petit déjeuner parce qu'un de ses clients était un éleveur de porc, pour vendre du bacon. Et tu sais ce qu'il a fait à l'époque, dans les années 20 ? Il a réuni un consortium de médecins qu'il a grassement payé en disant il faudrait trouver des études qui confirment que le gras, c'est bon pour notre santé. Effectivement, le gras, c'est bon pour notre santé. C'est meilleur que le sucre, peut-être, tu vois. Mais tout ça était dans un but, en fait, commercial. Et ce gars-là, en fait, utilisait des outils. Et à l'époque, il y avait les journaux, la radio. Après, il y a eu la télé. Nous, on l'a connu dans les années 80. Je te rappelle toutes ces publicités incroyables sur la junk food des années 80. Mais avec le Covid, dans les années 2020, ça a explosé parce qu'il y a eu les réseaux sociaux. Et voilà, il y a aussi des gens qui, je dirais, qui ont tenu un discours. Voilà, bon, c'était dangereux à l'époque. Je dirais, il y a pas mal de personnes qui ont perdu leur chaîne. Et moi, j'ai été forcé aujourd'hui aussi de lever un petit peu le pied là-dessus. Mais bon. Mais c'est aussi intéressant, vu que tu viens aussi du monde de la communication, de la publicité, c'est tout un métier. J'avais
j'avais lu peut-être au début des années 2000 un livre ça s'appelait La tyrannie de la communication. Je ne sais pas si tu l'avais lu, c'était l'alors directeur du Monde diplomatique qui avait sorti ce Mhm. livre. Et il parlait justement de comment, en réalité, tous les médias suivent un parcours qui est manipulatoire. Et donc, c'était Ignacio Ramonet, voilà, c'était Ok, l'ex-directeur du Monde diplomatique qui sortait ce bouquin, La tyrannie de la communication. Donc, ouais. c'est tout l'aspect fascinant aussi, justement, des médias et de Mm. comment, en fait, on est manipulé et comment, en fait, construire notre savoir, comment comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça devient Ouais. toujours plus difficile parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est un outil incroyable, formidable, mais il y a beaucoup de dérives qui peuvent naître. Bien Après. entendu, mais la télé n'a jamais eu un but d'information ou d'éducation, hein. Jamais, hein. Il faut savoir comment est née la télé, mais bon, c'est peut-être une autre histoire. Mais non, non, c'est fait pour contrôler en fait les peuples. C'est fait pour fournir du divertissement. Donc voilà, l'ingénierie sociale, vraiment, c'est un point fort également du tome 2, avec aussi tous les préjugés qu'on a sur l'alimentation végétale. Et je fais témoigner le docteur Jérôme Bernard Pelé, qui est un grand spécialiste de l'alimentation végétalienne. Donc voilà, on peut manger que des végétaux, on manquera pas de calcium, de protéines ou de fer, par exemple, tu vois. Mais bon, comme je le redis, c'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, c'est les deux points clés du tome 2 qui pour moi est encore plus actuel que le tome 1 parce que on est encore en plein là-dedans et je parle de cette frénésie de notre vie aujourd'hui, de cette société moderne hein, qui nous pousse comme ça, je dirais, à travailler, à suivre un schéma de vie, à nous divertir, tu vois, à remplir en fait tout un espace en s'appropriant notre temps notre temps de cerveau disponible. Hein, je Ouais. reprends les propos de Patrick Lelay, grand patron donc de l'audiovisuel, notamment de TF1, qui disait que mais TF1 est là pour, je dirais, vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. On ne peut plus vrai. Et les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que je me réfugie dans les livres. C'est pour ça que j'aime toujours parler de bouquins. Dès que j'ai un bouquin sur moi, puis là j'en ai des tonnes. Tu vois, je suis noyé au milieu de livres. Oui, moi aussi, j'ai cette maladie des livres. Et tu t'adresses beaucoup aux jeunes générations. Comment leur parler sans être dans la peur ou l'autorité? Parce qu'on utilise toujours la peur, non, comme moyen pour Beaucoup. éduquer, formater. Ouais, beaucoup, pas moi, pas moi. Moi, comme je t'ai dit, je suis le conseil de Devin Townsend. J'essaye de séduire, voilà, en tout cas, de donner envie d'apprendre. Et j'essaye de le faire toujours avec bienveillance. Voilà. J'ai pas d'enfants. Je pense que ma mission sur Terre avec Valérie, c'était pas qu'on ait des enfants, c'était de transmettre des choses. Et je suis très fier d'avoir écrit des livres parce que les livres me survivront. Voilà. Surtout que c'est deux très beaux livres. Et donc voilà, j'essaye de transmettre. Et il y a une phrase, tu vois, qui me revient souvent en mémoire à mon âge. Je vais arriver donc à 60 ans et c'est une phrase en fait d'Albert Camus. En 1957, en fait, il a dit lors d'un discours, je me rappelle plus dans quel contexte, il a dit chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. C'est une phrase pour moi qui me parle beaucoup. Parce qu'en fait, à titre personnel, on ne change rien. Tu écoutes les discours des années 60, notamment Pierre Rabhi. J'aime beaucoup Pierre Rabhi. On n'entend plus parler. Tu sais, quand les gens décèdent, en général, après on les oublie, on utilise leur travail et on monte des associations comme les Colibris avec Cyril Dion et on pompe comme ça dans le passé de ce fantastique paysan immigré qui est Pierre Rabhi. Plein de sagesse, Pierre Rabhi, mais je dirais, lui prenait la décroissance, mais il n'y croyait pas une seconde non plus, tu vois. Par contre, il le faisait, tu vois. Moi, je vis ici, voilà, en Provence, j'essaie, voilà, d'être respectueux par rapport aux animaux avec qui je vis, les animaux que l'on élève. Hein. On a deux ânes, deux brebis, on a des poules. Euh, et en fait, je sais que je changerai pas le monde. Mais j'essaye de transmettre en tout cas des informations. Comme je dis, mes livres sont des petites graines hein, qui ne demandent qu'à germer dans des esprits fertiles et dissidents. Dissidents, j'aime beaucoup ce mot parce que
Je pense qu'il faut être un peu en dehors du système aujourd'hui, en tout cas réfléchir différemment pour pas être broyé par la machine. Mhm, mhm. Et tu encourages l'autonomie alimentaire, mais en ville, dans un petit appart, c'est possible. Par quoi commencer justement? Tu nous as parlé des fondamentaux. Euh, Ouais. Alors l'autonomie alimentaire, c'est un bien grand mot. J'emploie pas en fait l'autonomie alimentaire. Je parle de résilience, d'être mhm, autonome un moment pendant quelques mois. Moi, par exemple, ici, on a des réserves pour tenir plusieurs mois sans sortir. Parce qu'en fait, les réserves alimentaires, c'est notre meilleur investissement, hein. Regardez l'inflation, ne serait-ce que sur les boîtes de maquereaux. Je suis un mangeur en fait de maquereaux, de sardines. Ben, j'achète en quantité. Elles ont pris quasiment, elles n'ont pas doublé, mais elles ont pris 50% en 2 ans. Donc, on peut stocker des aliments. Les aliments, en fait, la règle, c'est stocker ce que l'on mange et manger ce que l'on stocke. C'est-à-dire, il ne faut pas stocker pour stocker. D'accord? mhm, C'est-à-dire, quand vous achetez 1 litre d'huile d'olive, par exemple, ben, si vous avez un peu d'argent, achetez-en 2. Et tu la gardes dans ta réserve. Voilà. Donc, toujours avoir donc, un roulement. Et cette résilience alimentaire, moi, ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Il y a des aliments qu'on doit absolument avoir, comme les légumineuses, ce genre de choses. Tu vois, des légumes lactofermentés. Bon, tout un tas d'aliments qu'on doit avoir, on doit avoir dans sa réserve alimentaire. Après, être autonome, on ne peut pas produire sa nourriture. Voilà. Il y en a quelques-uns qui le font, mais bon, il faut vivre en campagne. Moi, je vois, on vit en campagne, on a un petit potager, mais c'est pas le potager qui va nous nourrir, hein. Ou alors, il faut qu'on fasse que ça. Ces gens mhm, sont complètement déconnectés. On ne peut pas travailler à l'extérieur ou avoir un métier et produire sa propre nourriture. Voilà. Donc, on peut produire un petit peu, et on peut également, par exemple, si on est un appartement, nous, au Québec, on faisait un potager pendant l'été, était très court, hein, qui durait 2-3 mois, hein, en termes ici. Donc les légumes explosaient, on a eu des courges mais énormes, enfin voilà. Donc bien sûr tout ça tu le gardes, tu vois, quasiment tout l'hiver, tu fais des conserves, etc. Mais pendant l'hiver, en fait, on faisait pousser de la germination. Tu vois, à mhm. l'intérieur, si vous vivez dans un appartement, même un petit studio, vous pouvez, avec des graines à germer, hein, alfalfa, trèfle, luzerne, etc. Luzerne, c'est l'alfalfa. Mais donc, vous pouvez faire pousser comme ça des petites, de la germination. La germination, c'est une bombe nutritionnelle, tu vois. On peut très bien également faire germer des amandes. Moi, les amandes, je les consomme jamais crues comme ça. Je les achète crues. La veille au soir, je les laisse tremper dans un bol d'eau. Et le lendemain matin, je les consomme. Enfin, dans la journée. Parce qu'elles ont germé, elles ont eu le temps de germer. Et ça aussi, c'est une bombe nutritionnelle. Donc voilà, quand je parle d'autonomie alimentaire, je parle plus de résilience alimentaire, avoir un stock alimentaire chez soi. Mhm. Et à quoi ressemblerait, selon toi, un futur où l'alimentation serait alignée avec les lois du vivant? Désolé, je peux pas répondre à ta question. J'ai pas assez d'imagination pour ce futur utopique, tu vois. Moi, je suis pas un utopiste, en fait. Voilà. Je suis trop réaliste, tu vois. Donc, ça arrivera jamais. Non, mais je veux pas être si pessimiste, hein, mais je sais pas ce que notre monde adviendra. Mais bon, voilà, comme Albert Camus, c'est plus mon monde, hein. Ce sera le monde de nos enfants et d'autres générations qui se succéderont. Et on est chacun, je dirais, les enfants de notre époque. C'est pour ça Mhm. qu'on dit toujours c'était mieux avant. Oui, c'est vrai. C'est normal. On a toujours du mal à, à voir, si tu veux, cette évolution, parce qu'en fait, nous avons le regard avec notre prisme, le prisme de notre âge. Donc, je dirais, un jeune homme de 20 ans peut pas comprendre ce que nous comprenons, nous, parce que nous avons vécu ce que lui n'a pas vécu. Je parle beaucoup de musique, tu vois. Pour moi, les années d'or, c'est les années 70-80, notamment dans la musique rock. Euh, Aujourd'hui, je n'arrive plus à écouter les nouveautés. Il y a des jeunes qui s'extasient sur les nouveautés, mais c'est qu'une copie, une mauvaise copie en fait, de groupes que j'ai connus dans les années 70-80. Tu vois, tout comme le cinéma ou la littérature, hein, parce qu'aujourd'hui, au niveau des livres, quoique la littérature, ça a commencé bien avant. Voilà, il faut relire des livres d'auteurs incroyables. Voilà, que ce soit des Français même, hein, tu vois. C'est marrant parce que ils ont sorti, tu vois, le Comte de Monte-Cristo. En fait, aujourd'hui, on produit des films avec des histoires qui datent il y a, tu vois, plusieurs centaines d'années, ouais, plus d'une centaine d'années. Il y a plus d'imagination aujourd'hui. Et comme tu dis, l'intelligence artificielle, moi, je suis pas du tout contre l'intelligence artificielle. Ça reste un outil.
Moi, j'utilise l'intelligence artificielle comme j'utilisais avant Word, tu vois, pour mes recherches, pour faire des choses que je ne faisais pas. C'est comme un assistant, en fait. Il faut apprivoiser ce genre de choses. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent l'utiliser. Tu vois, j'ai été contacté pas plus tard que cet après-midi. Un jeune homme me proposait de faire mon double virtuel. Je dis, mais pourquoi tu veux faire un double virtuel? Et il me dit, mais comme ça, il répond à tes questions à ta place, les questions les plus courantes que tu reçois sur les réseaux sociaux et tout. Je dis, mais non, je veux pas. Il me dit, ah, tu gagnerais du temps. Je dis, bah oui, je vais gagner du temps. Bon, d'ailleurs, le temps que tu gagnes, il te sert à quoi le temps que tu gagnes d'ailleurs? À Oui. faire autre chose, tu vois. Mais j'ai trouvé ça assez effrayant. Parce qu'en plus, il m'a donné des références de gens que je connaissais et donc qui ont cet outil. Donc, je ne balance personne. Voilà. C'est fou, Vanessa. En fait, c'est comme si on te posait une question, par exemple, sur ou ton mail, ça répond automatiquement. Alors, je pense que tu nourris cette machine de. Il m'a dit, moi, je reprends tous tes podcasts, tes vidéos et tout. J'ai dit, ben, bon courage parce que j'ai des milliers d'heures. Milliers d'heures. Hein. J'ai fait déjà 2000 émissions rien qu'avec le Hit Club, tu vois. Donc, à l'époque, il y a Michel Onfray qui a voulu faire ça. C'est une personne que je connais assez bien, notamment son producteur Stéphane Simon, et ils avaient l'ambition en fait de créer cette intelligence artificielle Michel Onfray. Bon, je pense pas qu'ils l'ont utilisé, en tout cas ils le disent pas, en tout cas. Et ils voulaient mettre tous les livres de Michel Onfray, toutes ses interventions, etc., pour que la machine en fait devienne un Michel Onfray en intelligence artificielle. J'ai trouvé ça assez effrayant, mais il va y en avoir de plus en plus. D'ailleurs, je pense pas que ce soit ton cas avec ta newsletter. Je suis sûr que c'est toi qui la rédige, mais il y a beaucoup de personnes. En fait, je reçois des newsletters où je vois en fait que c'est pondu par une intelligence artificielle. Donc on va arriver, ce que je décris aussi dans le Hit tome 2, à une saturation d'informations. On va tellement être saturé d'informations, il y a un trop plein d'informations, trop d'informations, tue d'informations, qu'il va falloir revenir sur du concret. Concret, c'est quoi? Relations humaines. Ce qu'on fait là, par exemple, tous les deux. Les livres, ça ment pas. Bon, si tant est qu'il n'ait pas été écrit par une intelligence artificielle. Donc, tous les livres sortis avant 2020. Sauf celui-ci, voilà. Mais, et les biens aussi. Mais tu vois, ça va être effrayant parce qu'aujourd'hui, on va se dire, mais est-ce que c'est une machine qui l'a écrit? Est-ce que c'est une machine qui me répond? On ne sait pas. On le voit, les téléopérateurs, je pense que tu es aussi envahi que moi par ces téléopérateurs qui te vendent de l'énergie moins chère ou du téléphone, etc. C'est des plateformes d'appel et c'est des robots. Voilà. C'est un futur difficile. Dystopique, ouais, futur dystopique. Moi, c'est plutôt mon truc. Ouais. Et je sais que tu accordes une grande importance à la spiritualité. Quel rôle a-t-elle joué dans ton propre chemin de santé? J'ai retrouvé la foi, en fait. Voilà, je suis né catholique. J'ai été baptisé et j'ai retrouvé la foi. Et lorsque une des personnes que j'ai rencontrées là aussi lors d'un show conférence m'a offert en fait un chapelet. Un chapelet donc de la Première Guerre mondiale, un chapelet qu'avaient les soldats de la Première Guerre mondiale, qui est en argent, qui est massif. Il me dit, oh, toi, tu rock'n'roll, tu vas aimer ce chapelet. C'est vrai qu'il est lourd, tu vois. Et puis, j'ai retrouvé le sens de la prière, etc. Mais bon, c'est ma foi. En fait, c'est quoi la spiritualité, si on peut la définir, hein, pour moi, hein, la spiritualité, c'est croire en quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Je parle pas de quel Dieu, quel prophète, non. C'est croire en quelque chose qui nous dépasse. Moi, je crois en quelque chose qui me dépasse, mais je suis pas, voilà, j'ai pas le prisme aussi je dirais, d'un catho traditionnel. Voilà, c'est très personnel. Le silence, la nature, l'intuition, ce sont des thèmes qui reviennent souvent chez toi. Est-ce que ce sont pour toi des véritables outils de guérison? Alors, je sais pas, parce que moi, je suis pas un guériseur, je suis pas un thérapeute. Tu vois. Je suis plutôt un sociologue, un philosophe, un essayiste, tu vois. En fait, voilà, je partage des réflexions à travers, comme je t'ai dit, mon propre prisme, mon vécu, ma personnalité. Mais je pense qu'on a besoin de silence dans un monde, en fait, où on est envahi de bruit. Le silence, c'est une reconnexion en nous-mêmes. Je suis pas un adepte de la spiritualité, de la méditation aussi. Moi, pendant la culture physique, tu vois, c'est une forme pour moi de méditation. Ça peut paraître bizarre à ceux qui font pas de culture physique, mais voilà, c'est une espèce de, je me reconnecte avec mon corps, puis je fais ça par automatisme, quoi. Tu vois, je suis pas là pour faire de la performance, ce genre de choses. J'aime me faire mal, mais c'est une bonne douleur en fait. J'aime ressentir mon corps, j'aime avoir mal à mes muscles, j'aime entretenir mon corps, essayer de diminuer
le vieillissement sans forcément aller sur de l'immortalité. Hein. Moi, je suis pas du tout un transhumaniste. Là. D'ailleurs, vivre longtemps, mais bon, pour faire quoi? Hein, il faudrait se poser la question aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont en quête en fait de longévité. Moi, je suis en quête de sens de la vie. Donc, la vie, c'est pas forcément une course, je dirais, où on va celui qui court le plus loin. Donc voilà, le silence, c'est vrai que c'est très important. La nature, bien évidemment, hein, qui n'a jamais marché, je dirais, seul dans les bois ou en pleine nature ou au bord de l'eau, c'est magnifique. Et l'intuition, je te parlais de l'intuition, en fait, c'est de suivre les signes. En fait, moi, je suis tombé là aussi par hasard sur un livre qui a complètement bouleversé ma vie. Alors, je sais que c'est un philosophe, on dit que c'est un philosophe de comptoir, hein, c'est un philosophe brésilien qui s'appelle Paulo Coelho. J'ai lu son livre, en fait, Le Guerrier de la Lumière. J'avais lu L'Alchimiste il y a très longtemps, mais Le Guerrier de la Lumière, qui est un petit manuel, en fait, et ça m'a de suite parlé. Donc, je suis tombé sur ce livre il y a à peu près une trentaine d'années, je crois, quand il est sorti. Et c'est vrai que depuis, notamment depuis, je dirais, ma dépression et depuis ce changement de vie il y a maintenant 20 ans, je suis les signes. Je reste vraiment ouvert à des petits riens. Je peux pas te dire ce que... Tu vois, avant qu'on aille immigrer au Québec avec Valérie, il se passait pas un jour sans que je vois un signe, que ce soit un drapeau québécois, une fleur, donc une feuille d'érable, je sais pas, une référence au sirop d'érable. En fait, alors peut-être que c'est toi qui les crées aussi, tu vois. Oui. Mais peu importe. Les signes, je trouve que c'est magnifique. Mais c'est bien, moi je trouve que quand on parle aussi de synchronicité ou d'événements qui arrivent, et on ne sait pas si c'est nous qui les créons ou bien on a commencé à observer, à mieux observer ce qui nous entoure en fait, Ouais. et à les mettre ensemble, à donner du sens au parcours qu'on est en train de faire, peut-être. Ouais, de le transmettre aux autres. Tu vois, c'est pour ça que je suis très critique aussi par rapport à, on appelle ça les coachs de vie. Comment tu peux apprendre à vivre à quelqu'un, quoi? Les coachs de vie, qu'on ait notre âge, à la limite, je peux le comprendre. Je vois des coachs de vie aujourd'hui qui sont des vingtenaires ou des trentenaires. Je dis, mais ils n'ont pas vécu, tu vois, je veux te dire. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est que les outils sont tellement accessibles à tout le monde. On peut faire des choses vraiment léchées au niveau, tu vois, là, de l'image, bon, je suis occupé parce que c'est mon métier aujourd'hui, mais voilà, des jeunes youtubeurs qui ont un joli micro, qui savent bien parler, etc., et qui vont, tu vois, vendre des choses en fait où ils sont pas forcément, qui n'ont pas de légitimité dessus. Pour moi, je crois beaucoup à l'expérience du vécu, à la force du vécu, et je suis triste aujourd'hui qu'on respecte moins les anciens qu'avant. Tu vois. Avant, le rôle d'un ancien, c'était de transmettre. Le rôle d'une personne qui était, voilà, qui avait 20-30 ans, c'était d'écouter. Il y a un temps pour apprendre, pour faire et pour transmettre. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce que tu as en tête le HIT 3? Est-ce qu'il est en préparation? Est-ce que tu es en train de mijoter quelque chose sur ton... Oui, j'ai toujours beaucoup de projets, mais là, je vais sortir peut-être une série de livres avant de sortir le I3. Voilà. Voilà, je l'annoncerai, je pense, d'ici peu de temps. Et je me passionne également avec Valérie sur le sujet des animaux, notamment des animaux de compagnie. Et je peux l'annoncer sur ton podcast parce qu'il va bientôt sortir. Donc, c'est le premier ouvrage de Valérie Bacon qui a sorti un ouvrage donc sur les animaux de compagnie, le regard qu'on porte sur les animaux de compagnie. Et donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des animaux de compagnie et en fait n'ont pas conscience que quelquefois il faut avoir du recul et avoir certaines informations pour voilà, bien se comporter avec eux, notamment au niveau de l'anthropomorphisme. Il y a eu beaucoup de dérives ces dernières années. Donc voilà, c'est un sujet qui va. J'ai préfacé son livre, mais je pense également en parler parce que c'est important également de prendre soin des animaux avec qui nous vivons. Merci pour cette belle nouvelle. Et quel est le retour le plus fort, le plus marquant que tu as reçu d'un lecteur ou d'un participant à tes conférences? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit? C'est quand on m'a présenté le premier baby hit, un bébé hit. Enfin, il m'a dit c'est un bébé hit. Je vois un jeune homme arriver avec un bébé dans les bras. Il me dit c'est le bébé hit. Je dis comment ça un bébé hit? Tu vois, et je vois la maman qui s'avance, tout ça. Et mais je vous remets tous les deux. Vous étiez venus à une conférence, je crois, l'année passée. Il m'a dit bah oui, il y a un an, en fait, à Aix-en-Provence, on est venu te voir. On se connaissait pas.
Tu avais parlé de L214 et tu avais dit, ben justement, il y a eu une manifestation le lendemain à Marseille. Donc, on y est allé. Enfin, moi, j'y suis allé et puis ma femme actuelle, donc, y est allée également. Donc, on s'est revus là-bas et on s'est plus quittés, on s'est mariés, on a fait un enfant, donc c'est un bébé hit. Moi, ça m'a tiré une larme quand même. Moi, je Ouais. suis sensible, c'est pour ça. Mhm. Je suis un homme sensible. Donc ça, c'est une très très belle expérience. Et puis aussi le jeune homme dont je t'ai parlé en début du podcast, en début d'entretien, qui s'est sorti en fait de je dirais de sa dépression en écoutant mon histoire. Mhm. Oui. Oui, ça donne de l'espoir et ça donne aussi, ça te redonne aussi la motivation de continuer aussi dans ton parcours. Exactement, exactement. Ouais, Mhm. tout à fait. Et si tu avais une seule minute, Gilles, pour t'adresser à un jeune de 20 ans qui se sent perdu, intoxiqué, mal de son corps, que lui dirais-tu? Déjà de se dire, tu sais, quelquefois, on fait un métier dans lequel on n'est pas bien, on se sent pas à notre place, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, plus d'une vingtaine, jusqu'à ce que je perde tout, donc voilà, début de la quarantaine, et que je me reconstruise. Et ce que j'ai fait avec HIT, j'ai cristallisé, en fait, j'ai mis vraiment à profit tous les métiers que j'ai pu faire auparavant, les bonnes expériences comme les mauvaises expériences. C'est que si cette personne est sur cette forme de dépression, c'est que cette dépression doit lui arriver. Voilà, c'est pas inéluctable. On peut s'en sortir. Et il faut se dire que il faut puiser dans notre passé. C'est notre passé qui va construire notre avenir. Donc on est toujours là pour apprendre. Tous les métiers en fait que j'ai fait dans le passé m'ont appris à un moment donné à faire une mise en page, à produire le livre, à communiquer, à faire les émissions, etc., à me montrer également, me performer sur scène, me produire sur scène, etc., etc. Mon père, lorsqu'il il me faisait travailler parce que pour gagner mon argent de poche, donc je travaillais pendant les vacances scolaires et pendant les étés à l'imprimerie de mon père. Qu'est-ce que je faisais? Je balayais. C'était quand même assez ingrat, tu vois. Et mon père m'a dit la chose suivante que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, quand tu balayes, balaye bien. Mhm. Peu importe ce que tu fais, peu importe le travail que tu fais-le correctement. Même si ton patron c'est un salopard, fais-le correctement. Parce que en fait, tu en recueilleras le bénéfice. Pour toi, pas pour ton patron. Tu le fais pour toi. Faire les choses bien. Pas avoir peur de changer de travail également. Le travail est important pour nous élever, ça remplit pas une vie, ça nous apprend quelque chose en fait. Nous sommes là également pour travailler, pour apprendre. Donc je répondrai à cette personne déjà, voilà, de pas rester dans cet état, mais c'est rare qu'on puisse en sortir tout seul, tu vois, d'un état de dépression ou qu'on se sent perdu, etc. Première des choses, c'est qu'il faut évacuer tout le toxique. Malbouffe, se jeter sur du sucre, etc. Tu vois, et les relations toxiques aussi, tu vois, parce qu'il y a des Mhm. gens, voilà, je les appelle les Grinch, tu vois, ils te tirent vers le fond, quoi, tu vois. S'éloigner du bruit, se déconnecter des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça rend fou. Quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression d'avoir une vie pitoyable, quoi, tu vois. Tout le monde est beau, ils ont tous des filtres, ils sont tous, j'irai à Dubaï, à Miami, c'est des milliardaires, enfin voilà. Ça te déprime, quoi, tu vois. Donc, et puis voilà, moi, j'ai eu la chance voilà, de tomber sur Valérie. Il faut aller à la rencontre de personnes qui soient bienveillantes, qui soient vraies, tu vois. Attention, sans tomber dans le panneau de la bienveillance, tu vois. Mhm. Donc la bienveillance, quand tu es, il y a des personnes là aussi que je connais dans la vraie vie, elles sont pas si bienveillantes que ça, tu vois. La bienveillance, c'est un business. Donc, faut faire Mhm. attention à ces gens qui prétendent être bienveillants. Donc, voilà, et se sourcer auprès de personnes inspirantes. Mhm. Moi, il y a des tas de personnes qui ont inspiré mon parcours, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Richard Branson, on n'a pas parlé, mais pour l'entrepreneuriat, le créateur de Virgin, d'autres personnes comme Devin Townsend, j'en ai parlé, d'autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont inspiré. Voilà. Et les gens qui t'inspirent te font grandir. Donc voilà les conseils que je pourrais dire. Et puis le dernier, c'est lire. Mhm. Lire. En fait, la lecture,
C'est le seul moyen aujourd'hui que nous avons de nous sortir de cette intelligence artificielle, de nous sortir de cette pollution, que ce soit informationnelle, sonore. Le livre, ça nous reconnecte en fait à nous-mêmes. Le gros avantage du livre par rapport à un audio, je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent des podcasts. Vous allez écouter notre podcast. Donc, c'est un mauvais exemple. Vous allez écouter votre podcast. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui vous a percuté. Vous auriez aimé que je fasse une pause. Quand tu le lis, tu fais la pause. Tu relis ce passage. Tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Tu stabilotes quand c'est important. Tu ne peux pas faire ça quand tu écoutes quelqu'un. Et ça t'arrive de lire plusieurs livres ensemble? Oui. Alors, par ensemble, je suis pas. Non, pas en même temps. Mais oui, enfin, j'ai des livres que je lis dans la journée. J'ai des livres que je lis le soir. Le soir, moi, je suis un fan de thriller. Je peux conseiller un auteur fantastique que j'ai découvert récemment. Son nom, il s'appelle Nicolas Beuglé, qui a écrit Le Cri. C'est le premier livre d'une trilogie. Si vous aimez les thrillers, extraordinaire. J'appelle ça les pages Turner. Attention, ça vous rend insomniaque. Tu vois, si le livre, tu dis, je lis 1 heure, j'arrête. Des fois, j'ai lu 2-3 heures, j'ai lu un bouquin quasiment. J'ai lu sa trilogie en 3 semaines, j'ai embrayé sur la 2e trilogie, j'ai lu ses 7 livres en 7 semaines, et je les ai lus trop vite, en fait, j'ai pas apprécié, tu vois. Mais voilà, très addictif, et je suis un gros fan de bio, notamment les bios des musiciens. Si j'ai un conseil à vous donner, je sais que c'est une personne hyper populaire, c'est Phil Collins, chanteur de Genesis, et puis une carrière solo extraordinaire. Il a écrit une biographie qui s'appelle Not Dead Yet, pas encore mort. Pas en très très bonne santé, à Phil Collins malheureusement. Sa bio est vraiment touchante. Et moi, ça me replonge dans je dirais, notre époque, Vanessa, voilà, dans les années 80. Donc voilà, il y a des livres qui détendent. Moi, je préfère ces livres-là le soir. Et dans la journée, c'est plutôt des livres de travail. Et en général, tous les jours, je lis un minimum 3 heures. Minimum. Voilà. Donc, se reconnecter à la lecture. Et la lecture, pour finir, ça nous permet de retrouver notre concentration. Nous avons tous, à cause des réseaux sociaux, à cause des écrans, à cause de ces, je dirais, tous ces stimuli extérieurs, tous ces liens qui nous arrivent en même temps, on a tendance à surfer, à se perdre. Tandis que la lecture, vous êtes concentré et vous apprenez. Vous augmentez également votre bagage linguistique lorsque vous lisez des livres de personnes qui savent bien écrire avec un langage qui est très intéressant. D'ailleurs, je vais en présenter un parce que c'est vraiment, vraiment mon livre coup de cœur. Il s'appelle Patrick Buisson. Il a écrit ce livre Décadence. Patrick Buisson, donc c'est un sociologue, un politologue qui est décédé l'année passée. C'est son dernier livre. C'est sur l'histoire en fait de l'évolution, je dirais, de la sexualité, de la contraception. Ça parle beaucoup des femmes, du rôle des femmes à partir des années 50. Comment ils ont imposé la contraception aux femmes françaises, puisqu'au départ c'était rejeté. Comment Simone Veil, qui a été manipulée également par des hommes, a imposé, a fait passer la loi sur l'avortement, qui est aujourd'hui une dérive complète. Comment aujourd'hui, demain, ils vont comme ça légiférer sur l'euthanasie, bien entendu, ça va passer. Et puis comment, tu vois, il y a eu cet homo eroticus qui est apparu, notamment avec la libération du cinéma porno, la facilitation du divorce dans les années 70 par Giscard d'Estaing, c'est-à-dire une structure qui était basée sur le patriarcat, qui aujourd'hui, complètement, décriée, à tort, est devenue une société où, sous couvert de libérer les femmes, on les a asservies. Vraiment une Bible, un livre incroyable. Tu vois, il y a des livres vraiment, pour moi, ce sont des livres majeurs pour des gens qui veulent comprendre l'époque. Après, on n'est pas obligé de s'intéresser à l'histoire, mais c'est dommage parce que, peut-être ça sera le mot de la fin, qui ne connaît pas l'histoire ne peut pas comprendre le présent. Voilà. Merci Gilles pour cet échange, pour avoir partagé avec nous ton histoire et aussi ton parcours. Et alors je conseille de lire tes 2 livres et de te suivre sur les réseaux sociaux parce que tu es très actif aussi sur les réseaux. Et je laisserai tous tes liens dans la description de cet épisode. Merci Vanessa. Je suis désolé auprès de tes auditeurs. Peut-être que tu as l'habitude d'un peu plus t'exprimer. Je me suis rendu compte que tu as posé juste les questions. Je t'ai pas laissé le choix non plus. Mais j'adore écouter. Donc, j'aime bien apporter comme ça des personnes qui s'expriment et qui, comme ça, racontent leur univers. Moi aussi, je suis
un écouteur, comme on peut dire, une personne qui Alors, écoute. Donc, j'adore. moi, ça se voit pas, ça s'est pas vu là, par exemple, avec toi. Moi aussi, j'écoute, parce que Mm. j'interviewe également énormément de personnes. Donc, je te rendrai la politesse, je t'inviterai dans le e-club lorsque j'aurai terminé ton livre. Tu viendras nous en parler. Et on Merci. parlera tous les deux de ce biohacking plutôt du côté spirituel et non pas du côté, je dirais, mécanique et scientifique. Mhm. Merci beaucoup, Gilles, Merci à et à toi. très bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao. Merci à vous d'avoir écouté.